Bien, je vais demander, bien que ce soit des stand-up, à tout le monde de venir. Donc, Mélie Guélil, fondateur, quelqu'un qui prend des risques en parlant de 100 millions de tonnes de CO2. Alain Blanchard, délégué général de l'association ANEL, c'est très important parce que c'est des élus qui veulent voir à long terme. Frédéric Gora, donc SPI Batignolles, Sandro Campana avec Valosens qui a reçu son prix tout à l'heure, et Xavier Demange, fondateur de Cœur et Canopée. Et là, vous allez voir, ça détonne. Bon, le premier. Tu te mets où tu veux. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah oui. Bonjour tout le monde. Et ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Moi, je suis entrepreneur sur des sujets de transition. Mon combat, c'est de décarboner massivement les entreprises et puis de voir dans quelle mesure on peut arriver à faire évoluer l'économie pour qu'elle soit plus en opposition du vivant. Donc, j'ai plusieurs activités. On va travailler avec des grands groupes depuis Paris avec Origine, ou sinon auprès de sites industriels et de PME. Et en fait, pour démarrer, je vais vous faire une petite confidence. Alors, j'étais très inquiet parce que beaucoup de choses se basent sur les images et je voulais surtout pas être dans la même situation que Gilles tout à l'heure, je compatissais. Je vais vous faire une confidence, en fait, je suis vraiment effrayé par l'IA. Je suis un enfant des années 80. Dans les années 90, moi j'ai été biberonné à ce qui est à l'écran. Je ne sais pas si on a la même expérience. Et en fait, on avait une forme de fascination peut-être un peu morbide, avec des robots, des technologies qui étaient absolument développées et qui avaient fait deux choses, si je me permets de résumer. D'abord, elles avaient complètement explosé notre environnement. Il y a zéro vivant là-dedans. Et ensuite, elles avaient réduit l'humain à une situation d'esclavage. Regardez, Terminator est sorti en 1984, il y a quelque chose qui est assez amusant. Si on se projette aujourd'hui, alors j'ai voulu simplifier le numérique en trois grandes étapes. La production, l'exploitation et la fin de vie. Et pour voir où est-ce qu'on en est, peut-être de manière un peu caricaturale avec des images assez fortes, la production, c'est alors grosso modo quelques chiffres. 8% des minerais stratégiques qui sont utilisés pour le numérique, pour nos différents besoins. Donc là, j'ai pris une image d'une mine cuivre-cobalt dans une situation humaine détestable et aussi environnementale assez désagréable. Quand on passe à l'exploitation, on le sait bien, énergie, CO2, quelques chiffres encore, 4-5% de la consommation d'énergie, c'est pour le numérique. Ça va représenter grosso modo 3,5 à 4% du CO2. C'est le double de l'aviation dont on parle tant quand on parle de CO2. Et enfin, si je me projette, alors bien évidemment, il y a aussi énormément de consommation d'eau pour le refroidissement, etc. Et si je me projette sur la fin de vie, le recyclage, il n'y en a tout simplement pas pour des appareils qui ont des durées de vie, grosso modo, de 2 ans et demi à 3 ans. Donc on peut s'arrêter là, si jamais il faut gagner du temps. Je vais m'arrêter là. Parler de vivant et d'IA, c'est absolument incompatible. Il y a, a priori, si je veux mettre en avant la décarbonation, il y a effectivement une opposition globale. Et pour autant, alors je vais prendre quand même encore quelques minutes. Pour autant, moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir finalement de manière un poil différente, de changer de logiciel et d'arriver à se poser la question dans quelle mesure on peut arriver à avoir un usage qui soit pertinent de cette fameuse IA. Et pour ça, il faut absolument que je vous parle des 100 millions. 100 millions, objectif 100 millions, c'est une initiative qu'on a lancée maintenant il y a 2 ans. Et en fait, elle part d'un point de base, d'une connaissance, d'une compréhension finalement qu'on avait un petit peu de l'accompagnement de toutes ces entreprises. C'est qu'on a beau parler de technologie, on a beau parler de financement, on a beau parler un petit peu de tous ces sujets, on est face à énormément de blocages d'adoption. On n'y arrive pas parce que peut-être qu'on ne le veut pas, parce que c'est trop compliqué, parce que les entreprises, qui va vraiment être la cible de mon sujet, les entreprises ont beaucoup de mal en fait à arriver à intégrer, ou si elles le font, c'est vraiment avec beaucoup d'efforts, et félicitations d'ailleurs à toutes les personnes qui portent des projets. Donc notre idée, c'était de se dire, il faut impérativement changer de narratif, regarder les choses de manière différente, imaginer de nouveaux
vos imaginaires, justement, et commencer à regarder les choses avec un angle un poil différent. Et donc, se fixer un objectif, 100 millions, comme 100 millions de tonnes de CO2, parce que le CO2 est plutôt assez bien connu par les entreprises, et donc naturellement, on peut leur proposer cet indicateur qui parle bien. Ça, c'est pour un peu l'idée qui est derrière. Très concrètement, alors ça donne deux choses où on en est aujourd'hui. Très récemment, là, juste avant l'été, on a pu livrer la première version de notre application, le Wiki CO2, Wikipédia du CO2, qui est en fait une énorme base de retour d'expérience. Et on veut casser en quelque sorte cette difficulté qui est de se dire je ne sais pas quoi faire. Donc on met à disposition en open source. On est absolument convaincu qu'on peut créer de la valeur différemment. On met à disposition énormément de retours d'expérience. Vous pouvez y aller, wiki.objectif100m.org, c'est disponible. Et donc vous aurez comme ça accès à énormément de catalogues d'informations, de retours d'expérience qui vont vous permettre de dire, ben voilà, je sais que moi, mon activité, je suis dans ci, ça, je peux réaliser tel ou tel retour. Et donc, espérons qu'on va faire gagner pas mal de temps. On l'a fait sous nos propres retours d'expérience. Et ensuite, on a travaillé avec une vingtaine, une trentaine d'experts énergie CO2, sous la houlette de BPI France. Et on propose ce système qu'on met à jour, qui va s'enrichir progressivement pour justement chercher à compiler de plus en plus d'informations. Pour la première brique, on va dire, on espère que sur cette partie-là, on vient de mettre à disposition énormément d'informations qui vont permettre d'aller très vite. Et dans un deuxième temps, quand nos fameuses entreprises réalisent des projets, bah finalement, ce qu'elles peuvent faire, c'est aller chercher une valorisation, une attestation. Donc là, vous voyez un compteur CO2, voilà, tu as fait tant de tonnes de CO2, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que la méthodologie de calcul, elle est validée par tous mes experts de tout à l'heure, et elle permet d'avoir quelque chose qui va lutter contre le greenwashing. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va se lever, qui va dire à tel endroit, regarde ton coefficient, il n'est pas bon, là tu t'es trompé, enfin vous voyez à peu près les empêcheurs de tourner en rond. On l'invite à table, et on lui dit, dans ce cas-là, viens nous aider à développer la méthode. Et cette méthode sera mise à jour à tout le monde, en open source, pour justement être capable d'enrichir. Et donc le fait d'avoir comme ça un tiers de confiance, ça permet d'éviter un peu toutes ces problématiques de savoir ce qu'on est capable de faire. Vous me voyez venir, on plug de l'IA, on y travaille depuis une petite année maintenant avec des universités, avec des écoles. Et comme j'ai une formidable base de données d'informations, c'est relativement simple de se dire que je vais être capable d'optimiser, d'anticiper, de prévoir un peu quelle sera ma performance en CO2 en arrivant à traiter, on va dire, cette multitude de données, cette multitude d'informations. Donc un premier cas d'application qui est absolument génial et qui me permet d'aller décarboner en espérant, en allant beaucoup plus vite que ça. Et je vais vous proposer d'aller encore plus loin parce que finalement, vous savez, un petit peu dans ce discours énergie, CO2 qui est absolument nécessaire, il faut qu'on démarre, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur l'énergie et le CO2, mais on sait malheureusement, alors qu'on a encore un énorme chantier sur cette partie-là, que ce n'est pas fini. Il y a 9 limites planétaires, donc le CO2 représente une des 9 limites planétaires, donc ça veut dire qu'il y a encore 8 chantiers titanesques qui vont nous attendre. Et comment est-ce qu'on est capable? On va retrouver l'eau, bien évidemment, on va retrouver les pollutions plastiques, l'érosion de la biodiversité, etc., etc., etc. Et toute la question qui se pose derrière, c'est qu'il va falloir continuer finalement à faire évoluer nos modèles d'affaires, des entreprises, pour que justement elles soient en capacité à la fin de rendre compatible leur business avec la limite planétaire, donc en fait avec leur vivant, et d'aller, vous savez, vers cette fameuse économie de la régénération dont on parle de plus en plus, qui va permettre de faire non pas du less bad, allez, je réduis mes impacts, ce qui est déjà très bien, faites-le, mais du mieux, du positif, du régénératif, du contributif. La CEC, Convention des entreprises dans le climat, dont on parlait ce matin, on a eu l'occasion de travailler avec eux et effectivement de proposer les 100 millions comme projet d'accompagnement. Et mon IA là-dedans, je pense qu'en fait, elle va vraiment énormément nous aider. On n'y est pas encore, on commence à y réfléchir, mais on n'y est pas du tout, parce qu'en fait, l'IA, elle va nous amener cette capacité à réfléchir en dehors du cadre. Aujourd'hui, nos modèles d'affaires sont quand même très enfermés dans notre économie. On ne sait pas ce que sera le régénératif, on le tâtonne un petit peu. Et moi, je suis intimement convaincu que si on est capable d'exploiter, d'utiliser cette fameuse IA, elle va faire des passerelles, elle va commencer à imaginer des choses un petit peu différentes. Et quand on voit là, les dernières publications, je ne sais pas si vous avez suivi cet été, on commence à se rendre compte que les IA, aujourd'hui, elles sont capables
d'avoir des processus de raisonnement qui, c'était sur une question sur les mathématiques, sur des démonstrations mathématiques, qui en fait vont nous époustoufler parce qu'elles nous amènent des modes de fonctionnement qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Oups, je conclus donc en 2 mots. Ça va vite. Pour ma conclusion, je voulais vraiment faire un pas de côté. J'ai démarré par ma peur. Et en fait, j'ai réfléchi à cette question de peur et j'ai voulu l'illustrer de cette manière en se disant que c'est peut-être un moyen pour nous humains, sapiens, d'être en échange avec une intelligence qui nous semble assez incroyable et qui peut-être d'ailleurs est le prélude d'une forme de conscience. Pour l'illustrer, alors je me suis prêté à l'exercice de le faire avec une IA et je vous laisse simplement c'est ma dernière slide, ce making-of. Donc vous voyez, c'est tout un processus assez étonnant où on se laisse guider par l'IA. Les 3 dernières images du bas, j'avais toujours cet énorme robot qui dominait et ce petit humain qui était assis en train de rêvasser. Je n'ai pas dû demander à l'IA de le faire. Je n'ai pas réussi justement à lui dire de rééquilibrer les choses. Donc j'ai peut-être pas tant peur de l'IA, mais j'ai plutôt peur de l'usage qu'en fera Sapiens. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est pas très gai. Alain va nous parler de l'IA face aux élus, aux communes et aux gens qui doivent absolument avoir une vue à long terme. Ouais, je ne sais pas si c'est bon, les micros marchent. Je ne sais pas si je serais beaucoup plus optimiste, mais en tous les cas, on va essayer. Alors, j'appuie sur. Voilà, c'est très bien. Alors, je suis donc le délégué général de l'ANEL, c'est l'Association nationale des élus des littoraux, qui représente 750 collectivités maritimes et aussi lacustres, que ce soit en France hexagonale, en Corse ou en Outre-mer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble aujourd'hui en quoi les collectivités, et particulièrement les collectivités littorales, elles peuvent être des acteurs possibles de la décarbonation et du développement durable, c'est une jolie musique, et comment l'IA peut les aider dans cette démarche. Alors, je propose de commencer par un peu de culture, on ne cite jamais assez Baudelaire, j'aurais pu vous dire « Homme libre, toujours tu chériras la mer », c'est celle qu'on dit en général sur le littoral, mais là j'en ai pris une autre pour illustrer les propos d'aujourd'hui, c'est celle que vous voyez, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels. Alors c'est une certaine manière pour Baudelaire, avec son spleen légendaire, de nous dire que déjà à son époque, c'est un témoignage sur le fait que les villes avaient besoin de changer, d'évoluer, et que sur la durée d'une vie humaine, il y avait plusieurs villes qui en fait existaient. Et aujourd'hui, les collectivités ont à faire face à des enjeux et à des défis croissants, encore plus rapidement peut-être qu'à l'époque, et on voit que l'IA peut offrir des outils puissants pour analyser, prévoir et optimiser ces décisions. Alors là, il faut revenir sur le concept de ville intelligente. Je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation, parce que ce concept, il est à l'origine en fait de la manière dont on va pouvoir envisager l'intervention de l'IA aujourd'hui. D'abord, il faut se poser la question de pourquoi les collectivités, les villes ou les territoires anthropisés sont des acteurs ou peuvent être des acteurs majeurs dans cette perspective de poursuite de décarbonation. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit dans les villes et qu'en 2050, ce sera environ 70%. Et que ces villes, elles représentent 2% de la surface planétaire, mais elles génèrent 80% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Et puis après, le pourquoi, c'est le comment les villes peuvent agir en faveur du développement durable. Et là, on a souvent eu la question de me poser dans l'histoire de l'homme moderne, de quelle serait votre ville idéale ou comment vous voyez-vous évoluer au sein de cette ville. Et bien, ce sont sur ces questions concrètes que le concept de ville intelligente a pu voir le jour pour répondre aux attentes des différents acteurs de la ville. Dès le début, le concept de la ville intelligente a été associé aux nouvelles technologies et au concept de ville durable. On a voulu utiliser les technologies innovantes pour aller vers cette amélioration de cadre de vie que l'on voulait. Donc on voit bien que les territoires anthropisés sont des lieux de réflexion, des lieux d'innovation et d'action en faveur du développement durable. Dans un premier temps, le concept de ville intelligente, il a été porté par des entreprises leaders du numérique qui ont souhaité apporter des solutions technologiques aux problèmes de densification urbaine. Et là, j'en profite pour dire un point qui est particulièrement important. Il faut que le domaine privé et le domaine public sachent travailler ensemble de concert pour qu'on puisse avancer main dans la main et utilement et efficacement. Mais la ville intelligente, au début, dans ce lancement par les premiers leaders du numérique, finalement, on est resté au stade de la ville numérique ou de la ville connectée. Et c'était certes une première étape vers la ville intelligente, mais ça a été une étape qui a manqué peut-être de discernement ou qui a vu la technologie comme une fin et non comme un moyen. Et donc, il y a eu là des exemples de mise en œuvre qui ont été faits, certains plutôt pertinents et qui ont perduré, et d'autres un peu moins. J'ai juste 2 exemples rapides. Celui-ci, c'est les super arbres, en bon français, les super trees de Singapour, qui
finalement sont une illustration très poussée de ce qui peut se faire dans l'Internet de l'objet, l'IoT, puisque ces arbres dans le milieu urbain, ces supertries, sont des objets connectés qui imitent la fonction écologique des arbres et notamment ont participé à la décarbonation de l'impact des activités urbaines. Et puis il y avait d'autres idées qui finalement théoriquement avaient l'air intéressantes. C'est une photo purement d'illustration, mais qui n'ont pas fonctionné. Et c'est assez symptomatique et intéressant. C'était celui des lampadaires intelligents. C'est un lampadaire où on s'est dit, eh bien, on va limiter le nombre de moments où ils sont allumés parce que ça va générer une diminution de l'utilisation d'électricité. On ne va les allumer que quand il y a un piéton qui passe en dessous, parce qu'on estimait que c'était le seul moment où il y avait un besoin. Et puis finalement, c'est une solution qui a été plus ou moins abandonnée quasiment partout. Je ne sais pas s'il y a encore des villes qui utilisent ce système, parce qu'on a oublié que pour qu'une innovation soit pertinente, il faut aussi qu'elle soit acceptée et voulue par les populations, puisque c'est quand même là qu'on a la finalité, c'est pour que ça nous soit utile. Et les populations concernées ont estimé qu'il y avait un autre enjeu majeur pour elles qui n'était pas respecté dans ce domaine, c'était celui, à tort ou à raison, mais du sentiment de sécurité. Et donc finalement, c'est une espèce de fausse bonne idée que celui-ci. Donc, l'intérêt de l'IA pour les collectivités est multiple, mais je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Simplement peut-être vous dire que un focus sur les collectivités littorales, vous ne m'excuserez pas d'en parler, c'est que de la même manière qu'on a vu qu'il pouvait être pertinent d'agir sur les villes, parce que c'est là où on rassemblait la majorité de la population mondiale, eh bien, on voit qu'il va être important d'agir sur les territoires littoraux, puisque ce sont des territoires qui regroupent de plus en plus d'habitants. Ce sont des zones attractives, mais vulnérables, avec des enjeux particuliers. Celui d'une urbanisation côtière et une pression démographique particulièrement importante. En France, vous avez 12% de la population qui vit sur une bande littorale qui représente 4% de sa surface. Donc, et ça s'accentue chaque année. On a eu une croissance démographique entre 1960 et 2010 qui s'est fait à 50%, de la croissance démographique française s'est fait sur ces territoires. Et on y a une densité qui est 2,5 fois plus importante que sur le reste de la France. Quelques chiffres que je vous donne comme ça rapidement, que vous pourrez retrouver, mais qui illustrent un peu les enjeux majeurs qui sont sur ce territoire. Et puis, il y a évidemment le tourisme et la pression saisonnière. C'est pas à La Rochelle qu'on dira le contraire. C'est évidemment une chance. C'est la première activité économique des territoires littoraux, c'est le tourisme. Mais évidemment, il y a un revers à la médaille, puisque 50 millions des touristes sont accueillis chaque été sur les territoires littoraux. C'est plus de la moitié de l'ensemble des touristes accueillis sur le territoire national. Et on voit certaines communes côtières, dont une qui n'est pas très loin d'ici, un peu plus au nord de la côte atlantique, qui voit la population multipliée jusqu'à 40 pendant la saison estivale. Évidemment, ça n'est plus la même gestion. Un autre enjeu sur les territoires littoraux, ce sont les risques qui sont liés au changement climatique. Les risques notamment d'érosion et de submersion. Là aussi, quelques chiffres parlants que vous connaissez peut-être, mais qu'il est bon de rappeler. C'est que 20% du trait de côte français recule sous l'effet de l'érosion. Qu'entre 1960 et 2010, on a perdu en France l'équivalent de 30 km². C'est le territoire de La Rochelle, ça tombe bien. Je vous invite à faire le tour de La Rochelle ce soir, vous verrez ce qu'on a perdu. Et puis, il y a cette étude du CEREMA, sortie l'année dernière, que vous avez peut-être entendu parler, qui estime que d'ici 2100, si on ne fait rien, il y a l'équivalent de 450 000 logements et de plus de 53 000 locaux, notamment d'activités, qui seraient menacés par le recul du trait de côte, une estimation de la valorisation de ces biens de 90 milliards d'euros. Et encore, cela ne prend pas en compte, évidemment, les infrastructures ou les coûts de relocalisation et de délocalisation. Donc, des enjeux particulièrement élevés. Alors, l'intelligence artificielle dans tout ça, elle peut être au service déjà de l'adaptation des littoraux, avec une baseline qui est mesurée pour mieux décider, mais ça rejoint des choses qui ont été dites aussi déjà dans la journée, donc je ne vais pas non plus aller trop dans le détail, simplement dire que l'intelligence artificielle, par exemple, pour l'anticipation du recul du trait de côte, elle permet, par l'analyse d'images satellites et de données historiques, d'effectuer une cartographie de l'évolution du littoral et avec un modèle prédictif d'identifier les zones à risque, d'érosion, oui, à venir, et ainsi d'aider à la planification urbaine et aux politiques d'aménagement, puisque l'idée est toujours de prévoir, gouverner, c'est prévoir. Face à la submersion marine aussi, qui sont deux enjeux en fait, même s'ils se rejoignent au final, mais qui sont un peu différents, eh bien là, il y a des données en temps réel qui peuvent être récupérées par différents capteurs, des marées-graves, des bouées, des satellites, que le CHOM notamment utilise, pour établir, grâce à de l'intelligence artificielle, là aussi des modèles prédictifs, afin d'anticiper les tempêtes et les inondations, un peu comme on a anticipé aussi les vagues qui sont venues là sur la côte atlantique, je crois que c'était hier soir, suite aux tempêtes en mer. Et ça permet quoi, cela? Eh bien tout simplement d'avoir des systèmes d'alerte précoces pour améliorer la sécurité des populations et des infrastructures. Il y a différents cas d'usage concrets, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais simplement ensuite vous dire que cette IA, utile et centrale pour l'avenir des territoires littoraux, elle peut aussi jouer un rôle clé dans la décarbonation des activités des collectivités littorales. Alors, il ne va pas être question là de vous en faire une liste exhaustive, on va juste évoquer un certain panel, en plus certains encore une fois ont été évoqués tout à l'heure.
D'abord, dans l'optimisation énergique et la gestion des bâtiments publics, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui va optimiser ou nous permettre d'avoir des modèles d'optimisation de la consommation énergétique des bâtiments publics. On va pouvoir aussi améliorer l'intégration des énergies renouvelables locales qui ont besoin de travaux ou en tout cas d'adaptations particulières comme le solaire, l'éolien offshore ou l'hydrolien. Encore une fois, je passe très vite dessus, on pourra en parler en off si vous le souhaitez. Sur la mobilité durable et les logistiques portuaires, tout simplement, on va travailler à une modélisation et une prédiction des flux de trafic qui vont permettre de fluidifier la circulation et de réduire les embouteillages et donc les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas neutre quand on regarde les proportions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont faites par cette activité. On va travailler une gestion intelligente aussi des flottes de bus électriques ou maritimes et encore des bennes à ordures ménagères. Et puis, dans les opérations portuaires, de la même manière, on va travailler à une fluidification et en limitant les temps d'attente des navires sur les grands ports, ce qui va générer évidemment une diminution de leur consommation de carburant. Puis, il y a la gestion intelligente des ressources naturelles. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément a priori, mais par exemple, le suivi de la biodiversité littorale par des capteurs, des drones, des images que l'on va soumettre à l'analyse de l'IA. On va chercher à préserver notamment des zones humides qui sont des écosystèmes que l'on connaissait assez mal, qu'on commence à percevoir, dont on perçoit de plus en plus l'intérêt, notamment en tant que capteur de carbone, comme la mangrove, les herbiers de Posidonie ou encore les marais salants. J'ai presque terminé. Ensuite, il y a la sensibilisation et la participation active des habitants par des applications d'intelligence artificielle. On va envoyer de l'information aux habitants pour leur expliquer leur empreinte carbone et ce sur quoi ils vont pouvoir jouer pour être des acteurs impliqués dans cette démarche. Et on va même pouvoir mettre en place des jumeaux numériques. C'est l'espèce de portrait de Dorian Gray des collectivités locales sur lesquelles on va appliquer nos décisions pour voir ce qu'elles donnent et voir si on les applique in concreto. Et donc, en résumé, pour terminer, eh bien, l'IA aide les collectivités littorales à mesurer, à prédire, à optimiser et à impliquer les populations. Et donc 4 leviers essentiels pour réduire les émissions et accélérer la transition vers des territoires résilients et bas carbone et vers des villes que l'on pourra peut-être enfin dire véritablement intelligentes. Merci pour votre... Qu'il y a l'IA, sinon on pleurerait presque. Frédéric. Ouais, on va pas pleurer là aujourd'hui. Oui. Hein Remonte-nous le moral. Ouais, on va rêver là. Bon, nous on vient de loin surtout parce que bâtiment, ça pique quand même depuis des années. En fait, on est les. Alors, stop, c'est parti. Voilà. Si on regarde bien, en fait, moi, je suis rentré dans le groupe SPI Batignolles en 1990. Donc ça fait 35 ans, ça commence à faire partie des anciens. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en découvrant en fait finalement jusqu'au début des années 2000 des problématiques liées en fait à l'énergétique, c'est-à-dire la dépense énergétique d'un projet, mais pas forcément à s'occuper finalement de tout ce qui pouvait être la composante carbone. Et dans les années 2000, on commence à voir apparaître ces éléments-là. Et en 2017, il y a le plan carbone qui a été fixé et en fait qui a généré une stratégie en fait d'abaissement carbone et qui a fléché en fait la construction comme un vecteur majeur en fait de dépenses carbonées. Et on le voit ici, même si depuis 1990 on a fait énormément d'efforts, malgré tout on reste encore à plus de 30% en fait de fixation de dépenses carbonées. Et on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelle le plus C-, c'est-à-dire énergie positive, C- dans la dépense carbone, c'est-à-dire la réduction carbone par rapport à une obligation au fur et à mesure des projets. Et ça préfigurait la réglementation environnementale 2020. Et là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, si on prend une estimation en fait, d'un projet qui était en 2012 à 1 tonne, donc c'est l'indice carbone qui a été mis en place à partir de la RE 2020, on parle d'1 tonne 100, et puis au fur et à mesure du temps, on nous laisse du temps. C'est-à-dire que ça monte au cube en complexité, c'est-à-dire qu'on part de la plaine des Vosges pour finir à l'Himalaya, pour passer de 1 tonne 100 à 490 kg de CO2 par mètre carré à la RE 2020 en 2031, ça représente en fait des efforts gigantesques. Et pour preuve, SPI Batignolles a réalisé le village des athlètes. Et en 2020, on est parti sur des structures bois, gros 13 bâtiments, 42 000 m². On a investi sur du béton bas carbone, fabriqué sur site, des façades en structures bois, et des nombreux labels en fait fixés et qu'on a réussi à obtenir. Mais malgré tout, en fait, on est arrivé à 740 kg
de CO2 par mètre carré. Et quand on voit la cible à 2031 à 490, bah finalement là, on est peut-être face à un plafond de verre qui va nous obliger en fait à réfléchir et à travailler différemment, même s'il y a eu beaucoup d'énergie et beaucoup de matière grise dépensée au titre de ce beau projet. Alors, je vais prendre 3 exemples qui sont significatifs, parce que le temps me manque, mais c'est surtout que j'aurais pu en développer plus. Mais on va commencer par la conception, je passerai sur la partie construction matériaux, et puis l'analyse du cycle de vie, parce qu'il pèse beaucoup dans la vie d'un projet, sur 50 ans, et surtout sur ses usages. Et là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider en fait, à franchir ces murs-là, et en les regardant de manière agnostique, en fait, finalement. Quand on regarde un petit peu sur la partie conception, en fait, finalement, où sont nos leviers? Quand on regarde cette courbe-là qui a été montée par une étude Zéro Net Carbone, on voit qu'en fait, le 100%, vous voyez, sur l'ordonnée, c'est le potentialité en fait, à gain carbone. Si je fais rien, je suis à 100%. Et au fur et à mesure, quand je vais rentrer dans la conception du projet, en fonction des hypothèses que je vais prendre très très tôt dans la conception, mon bras de levier va être très important. Vous voyez qu'au moment de la fabrication ou de la construction, en fait, ça va générer très très peu de gains, mais aussi beaucoup d'énergie. Et c'est là pour lequel il va falloir aller se concentrer. Et là, l'IA va pouvoir nous aider sur ces sujets de zone d'influence. Et par contre, le problème, c'est les critères. Parce que autant dans 1990, un projet pouvait être facilement gérable par un architecte, un client, avec une demande d'un client et quelques bureaux d'études associés. Si je veux descendre à 490 kg de CO2 par mètre carré ou à la neutralité carbone, il va falloir que j'injecte énormément de données liées en fait à la prise en compte simultanée de tous les événements qui peuvent me faire baisser le carbone, aussi bien sur la qualité des matériaux. On le voit bien au travers de ce que pousse Aude avec elle sur les ciments alternatifs, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller autre part sur les apports lumineux, le rayonnement solaire qui peut faire jouer sur la climatisation, enfin bref, beaucoup d'éléments. Et prendre ces variables-là en instantané par rapport à une solution classique, c'est là en fait où on va pouvoir créer des simulations complètes et en dehors de toute expertise. Parce que finalement, quand un architecte prend une mission au travers d'un client, il va y injecter quelque part inconsciemment sa propre culture. Les expertises ou les bureaux d'études associés vont aussi amener au travers de leurs connaissances ou de leurs méconnaissances. Et c'est là où en fait l'intelligence artificielle va pouvoir, elle, s'affranchir de tout ça et pouvoir générer en fait des éléments et des productions en fait de projets complètement différents et peut-être avec de très très belles surprises. Et comment ça se traduit? Il y a déjà des solutions qui existent, hein. Alors il y a des briques et c'est travail pour agent. Finalement, en fait, c'est dans un process très simple. On définit des attendus, c'est-à-dire le client qui est là, lui, qui pose en fait le débat de son projet, qui émet ses besoins. L'architecte va les traduire et l'IA va commencer en fait à intégrer toutes les données liées aux attendus, carbone, architecture en haut, et va commencer à faire des générations de concepts. Et là, à partir de là, en fait, c'est un travail concurrent. C'est-à-dire, autant avant, on travaillait de manière itérative, en incrémentation, autant là, on peut travailler en intermédiaire et de manière concurrente, aussi bien les expertises que les architectes que les clients, à continuer en fait à faire avancer en temps réel, tout en ayant en fait le tableau de bord des indices liés en fait à la génération de ce qu'on a comme attendu carbone, et produire finalement un projet et en associant des simulations thermiques comportementales. Et là, on a déjà des briques qui sont largement avancées. Vous voyez bien en bas, là, c'était une brique sur la partie, c'était une génération d'études sur des parties thermiques à Toronto. Et quand on voit au fur et à mesure le temps, en fait, tout ça, ça va fonctionner de manière complète. On parlait d'agents tout à l'heure, ça va être ça. Et l'idée, c'est aussi que l'IA capitalise au fur et à mesure de ces projets pour voir en fait les attendus. Donc, elle va continuer en système expert à pouvoir devenir encore plus vertueuse. Donc, un énorme levier. Si je passe là cette fois-ci sur la partie réalisation, imaginons qu'en fait, on a déjà en fait tracté beaucoup de choses au titre de la conception. La partie réalisation, nous, on est quand même une des rares industries à produire des ouvrages manufacturés neufs et de temps en temps à les réparer le lendemain, ce qui est quand même absolument scandaleux. Et ça, c'est parce qu'on a des problèmes de défaut de fin d'études ou des malfaçons ou des mauvais contrôles. Et aujourd'hui, on a déjà en route en fait, des outils, vous voyez le conducteur de travaux sur la gauche, là,
qui a en fait une caméra hémisphérique qui fait de la photogrammétrie et en fait qui est géoréférencée et qui en fait par rapport à la maquette numérique est en fait une détection par l'IA de potentiels clashs futurs par rapport à des structures, notamment dans les lots techniques, et qui va en fait générer un compte rendu associé pour dire attention, alerte, et en plus il est capable de flécher dans le planning, savoir les états d'avancement. Il faut imaginer, hein, c'est le gain possible de malfaçon. Sur les malfaçons, c'est monstrueux en bâtiment, et plus je réduis ça, plus je gagne du délai, et plus je pars vite, et plus le client est content. Et en notre association en fait, de traitement d'intelligence artificielle avec les images, on a développé depuis une bonne année en fait, une visite de chantier pour détecter en fait, toutes les zones à risque sur les opérations avec une caméra HD. Sur le chef de chantier fait son tour et ensuite génère un rapport et il le met au regard de lui, ce qu'il a vu. Et je peux vous assurer qu'il y a des écarts qui sont conséquents. Ça c'est la partie réalisation, il faut imaginer, hein, c'est-à-dire de manière générique, c'est 60% de l'émission carbone de la vie d'un projet. Et pour la partie pendant la vie du projet, c'est-à-dire l'exploitation, ça c'est 40%. Et aujourd'hui, en fait, on a chez nous une pépite qui s'appelle Item Plus, qui en fait gère du smart building et qui fait en fait de la pose en fait de capteurs sur beaucoup d'éléments, sur à peu près tout ce qui est de la mesure physique, aussi bien compteur, suivi des consommations électriques, eau, les relie en fait sur une plateforme avec un traitement d'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, est fait de la maintenance prédictive. Donc nous, on est déjà rentré en fait dans cette ère-là de travail par rapport à ces éléments de données qui peuvent nous aider en fait à la suite pour définir des meilleurs usages pour les chantiers futurs. Je finis. Voilà, vite fait en conclusion. En fait, c'est d'abord l'IA, c'est d'abord une affaire. En fait, plus on fera de l'IA en bâtiment, plus en fait on travaillera ensemble. C'est-à-dire que ça va générer. Je remarque que ça va demander aux architectes, qui ne sont pas toujours très souples. Monsieur. Ah bon, alors il n'y a pas de en fait, de si. problème. Et en fait, ils vont, parce que là, ce qui va être vachement intéressant, ce qu'on aurait pu développer aussi, c'est par exemple le biomimétisme. Le générative design, nous, on fait de l'impression 3D béton chez SPI Batignolles. On peut développer aussi des structures alternatives nouvelles. Et sur les fins de chantier, il y a 40 ans, il y avait des prestataires qui venaient indépendants et qui vérifiaient tout. Ouais. Je ne suis pas certain que le commissioning, maintenant ça s'appelle, soit fait systématiquement. Alors c'est un très très bon retour parce que là on vient de créer un système un service de commissionnement chez nous. Donc je vois que monsieur très connaît. Bien, mais c'est aussi mieux quand c'est fait par quelqu'un il faut les deux. Non mais il faut les deux. Quand on travaille dans un groupe, c'est pas facile. Ouais. Dernier slide parce que celui-là il nous tient à cœur. Alors bon, j'aurais pu parler aussi, reprendre en fait le relais parce qu'il y a un champ des possibles derrière sur en fait tout ce qui reste de bâti parce que là on a parlé d'ouvrages neufs, donc il y a des champs des possibles et avec des nouvelles solutions qui arrivent montées par Polytechnique. Mais là on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, mais par contre celui-là, j'aimerais bien y passer. Frédéric. Donc allez, bon. On est acteur de la recherche sur le climat en ayant en fait mécène de Jean-Louis Etienne. Voilà. Sandro. Bon alors. Merci. Alors, je rappelle que Sandro et Valocins ont été primés tout à l'heure. Bravo à eux. Voilà. Est-ce qu'elle va réussir à le faire tenir debout? Bravo, Laure. Bonjour à tous. Alors, j'ai 10 minutes. À peine, un peu moins, mais ça va aller. Pour vous raconter l'histoire de Valocens. Alors, il y a quelques années, je travaillais avec Graziella Ossuna sur un projet d'usine de ouate de cellulose qu'on voulait installer en France, c'est-à-dire, on parlait déjà de réindustrialiser la France. On voulait créer donc cette usine de ouate de cellulose. La ouate de cellulose, pour ceux qui connaissent, c'est des journaux neufs invendus
que l'on défibre, on en fait une ouate, et cette ouate, on va aller la répandre dans les combles perdus pour faire un isolant très performant avec un temps de déphasage très intéressant. Alors à l'époque, ce projet, 1 million d'euros, fallait s'assurer de la ressource. Et force est de constater que chaque jour, le numérique grignotait ces journaux, page par page, exemplaire par exemplaire. Et ça devenait compliqué, et surtout cette ressource allait se tarir. Alors soit on abandonnait le projet, mais utiliser de la cellulose issue du recyclage, c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait. Et en cherchant, on est tombé sur cette matière omniprésente, presque invisible, tellement il y en a partout, avec un potentiel énorme, abondant. C'était ce carton recyclé. Et ce carton recyclé, je dirais, s'est imposé à nous. Donc une ressource disparaissait, les journaux, et une autre s'imposait, le carton. Alors on a commencé l'aventure, Valocens. Vous voyez derrière moi ces chiffres. On vit une époque extraordinaire, à la fois extraordinaire et terrifiante. Comme le dit Myriam, elle le dit souvent, je pense, on a la chance de faire partie de la solution. On a la chance de faire partie de ceux qui peuvent opérer le changement. Chaque jour, l'IA fait des bonds technologiques. Elle génère du texte, de l'image et je ne sais quoi encore. Mais dans le même temps, on perd 75% des insectes volants en 30 ans en Europe. Et j'attire votre attention sur cette date, le 24 juillet 2025, cette année, le fameux jour du dépassement dans le monde. Alors si on ramène à la France, c'est même 2 mois plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on a consommé tout ce que la planète peut nous donner en une année et on vit à crédit. Alors, je pense qu'il y a quand même une urgence. On ne va pas être trop pessimiste, hein, c'était ce matin, là on est dans l'optimisme. Mais il y a une urgence, c'est d'arrêter de prélever à la planète ce qu'elle ne peut plus nous donner. Le secteur du bâtiment en France, c'est le premier consommateur d'énergie. 47% de l'énergie consommée, un quart des émissions de CO2 et 69% des déchets produits. Mais tout n'est pas noir. L'IA peut être un allié du vivant, peut modéliser la captation carbone des forêts, suivre la migration des espèces en danger, optimiser les matériaux, les circuits logistiques, les consommations, à condition qu'on l'oriente vers le bon objectif. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'IA. Bertrand Gillet, tout à l'heure, nous a très bien expliqué le potentiel de l'IA. Nous, on l'utilise, oui. On l'utilise tous les jours, mais peut-être pas comme tout le monde l'utiliserait. L'IA sans éthique, c'est un bulldozer dans une serre. Une transition énergétique sans biodiversité, c'est repeindre un mur qui s'effondre. On utilise l'IA pour modéliser le cycle carbone des panneaux. On utilise l'IA pour optimiser les compositions et les procédés, chercher de nouveaux adjuvants, de nouveaux fournisseurs.
trouver des solutions de transport moins carbonées, mais toujours au service de l'humain et du vivant. Chez Valosense, on fait simple. On transforme du carton recyclé en isolant thermique. Un geste modeste, mais qui a un impact quand même énorme. On évite le gaspillage, on réduit les émissions des bâtiments en les isolant, et on crée des produits bas carbone, durables et circulaires. Mais ce qu'on fait, c'est plus que de la technologie, c'est une façon de penser, une intelligence enracinée, sobre, régénérative, pas celle qui veut dominer, pas celle qui veut tout remplacer, celle qui veut réparer, pas celle qui veut dominer, mais celle qui veut coopérer, pas celle qui veut prélever, mais au contraire celle qui veut régénérer. Chez Valosense, on utilise du carton 100% recyclé, on fabrique localement, la ressource est à 9 km de notre usine, on n'utilise pas d'eau, et on autoconsomme notre production photovoltaïque. Alors, si on veut opérer le changement, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde au quotidien. Donc, si vous êtes chercheur, ingénieur, décideur, entrepreneur, vous avez le pouvoir de mettre l'IA au bon endroit et de faire du vivant non pas une victime du progrès, mais sa boussole. Chez Valosense, on pense qu'on n'a pas besoin de super-héros, il nous faut juste des super-citoyens, des gens qui agissent au quotidien et qui savent qu'un bout de carton recyclé change le monde. Je vous remercie. Merci Sandro. Et Xavier. Hop. Avec mon trophée. Hein. Tu peux le laisser. Eh bien, bonsoir et bon courage. On a eu, après le déjeuner, on a eu le goûter. Moi, je suis avant le dîner. Donc, j'espère que vous êtes là et je ferai tout mon possible pour vous garder. Petite annonce, 100% de la présentation que vous allez voir a été conçue sans IA. Merci. Je m'appelle Xavier Domange et je suis très heureux de présenter devant vous ce soir et j'ai hâte de vous rencontrer ensuite. J'interviens comme fondateur de l'entreprise Cœur et Canopée. Cœur et Canopée, on plante des micro-forêts urbaines de façon participative pour soutenir la biodiversité et recréer du lien social. Et donc j'interviens aujourd'hui sur cet atelier qui s'intitule IA, biodiversité et solutions pour la neutralité carbone. Quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à un film que vous connaissez peut-être, Liberté, égalité, choucroute, parce que c'était vraiment une superposition de mots qui n'avait pas forcément grand-chose à faire côte à côte. Et je voudrais remercier l'organisation parce que grâce à ça, on va pouvoir un petit peu explorer les termes les uns après les autres et voir ce qui se cache derrière. On va commencer avec la neutralité carbone. On l'a évoqué déjà, la neutralité carbone dans les 9 limites planétaires de notre donut, elle est liée principalement, mais pas seulement, au changement climatique. Et cette neutralité carbone, en fait, peut nous indiquer qu'on a fait un effort, mais rien ne peut nous dire aujourd'hui que cet effort sera suffisant. Donc la neutralité carbone, d'abord, elle est partielle, puisque seulement sur un des 9 enjeux. Elle n'est qu'un indicateur, puisqu'on ne sait pas si elle sera suffisante. Et donc dans tous les cas, elle ne peut pas être un enjeu. Votre enjeu à vous, mon enjeu à moi, notre enjeu à tous, ce n'est pas d'atteindre la neutralité carbone et d'avoir la bonne note auprès du gouvernement ou du GIEC. Notre enjeu, c'est de maintenir des conditions viables pour l'espèce humaine. C'est beaucoup plus grand,
C'est beaucoup plus difficile peut-être, parce qu'en tout cas, on ne sait pas comment y arriver aujourd'hui, mais c'est aussi beaucoup plus stimulant et c'est beaucoup plus embarquant pour vos collègues et vos proches. Donc voilà, premier point, replacer un peu la neutralité carbone qui tout au plus peut être un jalon sur la route qu'on a à faire, mais qui n'est pas un enjeu. Il ne faut pas se tromper d'enjeu, on en a un qui est gros à atteindre. Le deuxième terme, c'était l'IA. Bertrand l'a très bien présenté. Moi, j'en parlerai comme d'un concept qui est très ancien, dans lequel on imagine une intelligence non humaine, mais qui aurait des compétences comparables ou supérieures à celles des humains. Et puis, on en parle particulièrement en ce moment pour des avancées comme l'apprentissage profond, qui nous a été très très bien décrit. Et aujourd'hui, on nous pose la question, est-ce que l'IA peut aider à régénérer la biodiversité et à atteindre la neutralité carbone? Pour prendre cette question, je vous propose de faire des parallèles avec deux autres grands tournants de notre évolution. La première, c'est l'agriculture intensive, qui est passée par la mécanisation des procédés agricoles. Ça avait pour but d'augmenter l'efficacité de l'agriculture. Et il y a un petit groupe de personnes optimistes qui ont dit « ça va nous permettre d'éradiquer la faim dans le monde ». Mais ça n'a pas manqué, ce n'était pas l'objectif, donc l'agriculture intensive n'a pas permis d'éradiquer la faim dans le monde. Deuxième élément, ça a été la numérisation, la digitalisation qu'on a connue ces derniers temps, qui avait pour but d'accélérer le transfert de données, les moyens de communication. Et il y a eu un petit groupe de personnes optimistes qui se sont dit « mais ça se trouve, ça va être génial, ça va vraiment améliorer notre système éducatif et ça va permettre d'avoir une école régénérée ». Ce n'était pas l'objectif, il n'a donc pas été atteint. Et aujourd'hui, on se rend compte que la numérisation a des impacts qui, au lieu de faire des enfants des êtres qui sont animés d'un sens critique, provoquent parfois des troubles de l'attention et du comportement. Aujourd'hui, l'IA existe et on se pose la question, est-ce que l'IA va nous aider à restaurer la biodiversité et à maintenir la viabilité de l'espèce humaine? Et nous sommes un groupe de personnes optimistes. Alors, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut prendre le bon outil pour la bonne chose. Par exemple, si vous voulez faire un documentaire historique, vous prenez Abraham Lincoln, vous avez un super sujet, vous allez faire un super film. Si vous voulez faire une fiction sur les vampires, vous prenez Buffy, c'est son rayon, elle sait très bien faire le job, vous allez avoir une super série. Mais si par contre, vous prenez Abraham Lincoln pour chasser les vampires, et ben là, vous faites une mauvaise histoire et un vrai navet. Et ben ça fait rigoler, mais c'est un peu la même chose pour nous. Il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'un outil qui n'a pas été spécifiquement conçu pour résoudre une crise spécifique a très peu de chances d'atteindre l'objectif. Et donc, il serait bon qu'on arrête de se raconter une histoire. Un autre point sur l'intelligence artificielle que je vais développer très rapidement parce qu'on a peu de temps, ça passe par ça. Là, vous avez en fait deux représentations de la biodiversité. Ici, il y a plus de 10 000 ans, donc chaque point est une espèce, c'est grossier. L'espèce humaine est en orange, et puis chaque trait est un lien de relation, partenariat, mutualisation, commensalisme, etc. À l'époque, il y avait une grande diversité, il y avait une grande variété de relations, très caractéristiques du vivant, et il y avait peu de carbone dans l'atmosphère. Dernièrement, on passe directement aux années 2015-2025, c'est un grand bond, il y a une histoire passionnante à raconter, mais on n'a pas le temps. En gros, on a la partie de gauche qui est ce qu'on appelle la nature, qui s'est pas mal effritée, avec moins de diversité, avec moins de relations. Et la partie de droite, c'est toute la société anthropocentrée dans laquelle on est en relation avec beaucoup d'écrans, qui nous permet d'avoir des relations avec le vivant qui sont plus ou moins mutualisantes. On a une diversité qui est donc effritée, moins de relations et beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, elle participe au développement de la partie de droite, pas au développement de la partie de gauche. Et donc même s'il y a des applications qui sont exceptionnelles, on a parlé de Neptunia, on a eu Afoudi, on a vu également SPI Batminol qui nous a montré quelque chose de très enthousiasmant. Pendant le temps de notre présentation, il y a probablement eu plusieurs millions de requêtes génératives sur l'IA. Et une requête, on l'a dit tout à l'heure, c'est une bouteille d'eau. Donc oui, l'IA peut apporter des contributions, on a des très bons acteurs qui l'ont bien orienté, comme l'a dit également Valosens, mais pendant ce temps-là, il y a la grande majorité qui sert à continuer ce processus d'effondrement. Donc, deuxième takeaway, il faut qu'on arrête de croire qu'une invention humaine qui accélère et optimise le développement industriel va aider significativement à restaurer le vivant.
Et le dernier terme, c'était biodiversité. Moi, c'est celui que j'aime beaucoup, évidemment. Donc, biodiversité, c'est toute la vie. Et on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous présenter avec 4 cartes de Paris. La première, ce sont les poches de biodiversité. Le deuxième, ce sont les îlots de chaleur. Le troisième, c'est la pollution de l'air. Et la quatrième, ce sont les poches d'absorption d'eau. Ce qui est intéressant avec ces 4 cartes, c'est qu'on peut les superposer. Parce qu'en fait, quand vous avez une biodiversité qui est adaptée, eh bien non seulement elle est là et elle va encourager plus de biodiversité, mais elle va aussi apporter de la fraîcheur. Elle va permettre d'améliorer le cycle de l'eau et elle va également améliorer la qualité de l'air. Donc, ce qui veut dire que cette biodiversité, si on pense à la petite note, il permet de régler non pas une, mais plusieurs des soucis locaux qu'on a avec nos 9 limites planétaires. Et plus cette biodiversité adaptée est étendue sur le territoire, plus ces effets locaux vont s'additionner pour quelque chose de global. Donc la biodiversité, en fait, c'est une fin en soi qui répond aux enjeux qu'on a évoqués au début et qui peut-être même va nous permettre en chemin de répondre aux jalons de la neutralité carbone. Mais ça, c'est moins important. Mais la biodiversité, c'est aussi plus que ça. La biodiversité, il faut qu'elle soit adaptée. Donc ça veut dire que nous, par exemple, quand on va replanter un peu de végétation dans une ville, on va s'intéresser d'abord à ce que la nature fait toute seule, sans nous, à proximité de la ville. On va aller chercher les endroits, comme ici à Rambouillet, où il y a des forêts anciennes, où on a une biodiversité qui a évolué longtemps en libre évolution, et qui du coup peut nous dire qui a les qualités qu'on recherche, hein, c'est-à-dire qu'elle va baisser la température, apporter la fraîcheur, la biodiversité, etc., etc. Donc comme elle a les qualités qu'on veut, on va s'intéresser à ces caractéristiques, quelles espèces, quelles proportions, quelle densité de plantation, quelle nature de sol, et on va reproduire ces caractéristiques sur un sol urbain. Comme ça, la végétation, en poussant, va reproduire les qualités d'autonomie, d'adaptation, de biodiversité, etc., etc. Donc la biodiversité, qui est déjà une fin en soi, est aussi le guide que l'on peut choisir. Et là, on parle de biomimétisme. Hein. Pour faire un parallèle, le biomimétisme dans la plantation est à la plantation classique ce que l'IA est à la recherche opérationnelle. Si vous m'avez suivi, vous êtes super fort. Mais c'est vraiment ça. Du coup, la biodiversité est également un guide que nous pouvons observer, dupliquer et faire évoluer. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on développe notre approche, on va regarder ce qui se passe dans les forêts anciennes, on peut également repérer un petit peu la biodiversité qui est en place et la mesurer en termes de nombre d'essences et puis en nombre d'individus pour chaque essence. Et ça nous donne un petit peu un profil en bleu de la biodiversité sur le territoire protégé. Et bien, une fois qu'on a replanté, on va pouvoir garder cette référence bleue et évaluer le développement de la biodiversité contre cette référence et voir qu'au fur et à mesure que les années passent, la biodiversité augmente et se rapproche de notre référence. Et ce qu'on sait, et ce qu'on a vu ensemble et ce qu'on a dit, c'est qu'une fois que la biodiversité adaptée est en place, alors non seulement la biodiversité est là, mais également fraîcheur, qualité de l'air, CO2 absorbé, gestion de l'eau. Donc, cette fameuse biodiversité, qui est une fin en soi, qui est un guide, est également l'indicateur qui nous permet de mesurer notre performance. Il est temps de terminer, donc je rappelle juste les quelques petites pépites. Fini. Oui, merci beaucoup. Donc, pépite 1, on ne se trompe pas d'enjeu. Notre vrai enjeu, ce n'est pas la neutralité carbone, ce n'est pas la CRCRD, ce n'est pas la RSE, c'est maintenir la viabilité pour les générations qui viennent. C'est important, on en est là. La deuxième pépite, Abraham reste président et l'IA reste dans l'optimisation des processus industriels. La pépite numéro 3, c'est que la biodiversité est à la fois la réponse à nos enjeux, le mode d'emploi qui peut nous permettre d'y arriver, et l'indicateur, ce fameux indicateur que tout le monde cherche à conceptualiser, qui peut très simplement, avec des outils qu'on connaît comme les inventaires écologiques, nous aider à mesurer notre performance. C'est la fin de la présentation. Il y a un dernier petit mot qui est un petit peu un pas de côté, mais que j'aimerais partager avec vous, qui s'adresse particulièrement aux gens qui travaillent avec l'IA. Quand on travaille avec l'IA, on est dans le domaine de la dopamine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de récompenses immédiates. C'est grisant, et même quand on l'utilise, on peut en faire l'expérience, on fait une requête, et tout à coup, on a un film incroyable qui apparaît. Il faut bien comprendre que notre cerveau, il se gave avec ça. Et nous, quand on est dans le vivant, planter un arbre, ça prend des années. Une culture, c'est 1 an. Une graine, c'est long. Mais par contre, on est dans le domaine de la sérotonine. Et c'est quelque chose qui est vachement plus durable, qui est beaucoup plus nourrissant. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir.
la sérotonine, c'est celle du bonheur. C'est comme les fruits et les sucres. C'est comme les bonbons et les sucres. On a tous envie de bonbons, mais on sait que le sucre, c'est meilleur. Et ben, l'enjeu qu'on a avec l'IA, il est du même niveau. Et j'espère qu'on va réussir à relever. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne soirée et une vie avec plein de joie et aussi longue que possible. Merci Xavier. C'était important d'avoir cette vision. Merci à tous.